Bon, enchanté tout le monde, moi c'est Yacine, j'anime un média dans la tête d'un CEO et aujourd'hui je suis hyper heureux d'être là, que H7 me renoue sa confiance car c'est la deuxième fois que je viens pour cette deuxième édition de Zero to One. Mais évidemment, on n'est pas là pour parler de moi, je crois que vous le voyez autour de la table, des deux tables, on a de super talents. Avant de les présenter, j'ai une petite question à vous poser, vous êtes hyper nombreux. Est-ce que ça va? Ok, on va la refaire. Est-ce que ça va? Ok. Bon, le but, ça va être une conversation très détendue entre nous cinq. Le moins de travail, le mieux je me porte. Donc l'idée, et là je vous invite à bien m'écouter, c'est évidemment qu'on puisse rebondir sur les réponses de chacun, qu'on puisse s'interrompre, mais dans la joie, la bonne humeur et le respect et la bienveillance. Donc voilà, n'attendez pas que je vous donne la parole, même si je le ferai évidemment. Et par contre, c'est moi qui pose les questions. Donc voilà, non je rigole, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas envie de présenter mes intervenants, je pense qu'ils vont le faire bien mieux que moi. Je vais commencer à ma droite, je te donne la parole Caroline. Alors, je me suis présentée il y a 30 minutes. Oui, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. Ou Donc, présente-toi pour moi, peut-être. D'accord, pour toi. Je dirige le mouvement Impact France, qui est un mouvement qui a comme objectif de créer une voie patronale nouvelle pour faire des entreprises à impact la norme de l'économie de demain et donc de développer la part des entreprises à impact social et écologique dans l'économie et d'accélérer la transformation écologique et sociale de l'ensemble des entreprises françaises. Très clair, et d'ailleurs je me rends compte, je ne vous ai pas présenté ce talk show. Le titre, tout simplement, c'est comprendre et anticiper les tendances de l'écosystème tech. Une mince affaire, j'ai envie de dire. Petit sujet. Voilà, Alors, petit sujet. Du coup, je reprends ta balle, et nous, sur la tech, on est principalement connus parce que au sein d'Impact France, il y a Tech for Good France, et donc le rassemblement des entrepreneurs, start-upers à impact. Et donc ils sont sur les enjeux de la tech for good, mais sur tous les sujets, tous les secteurs, Okay. de la food tech à l'EdTech, en passant. On va clairement définir qu'est-ce que l'impact, le voilà. tech for good et tout ce jargon. Ça. Mais du coup, d'abord, je vais laisser évidemment Stéphanie se présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Hospital, je suis la fondatrice et CEO de One Ragtime. Donc One Ragtime, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des startups tech, dans les places de marché, les sociétés à impact, la data, la cybersécurité, l'IA. Donc on est assez vaste, assez généraliste dans notre approche. À partir du moment où on a des fondateurs incroyables, des sociétés qui peuvent vraiment devenir les leaders de leur secteur, et puis qu'on aime les projets. Donc je crois que c'est la caractéristique principale. On a fait donc financer 45 projets. Et parmi les projets qu'on a financés dès le départ, on a déjà des très très beaux succès comme Jelly Smack, Omagame, Choose, Staycation, Plus Simple, donc des sociétés qui ont réussi à devenir très vite des géants de leur secteur. Et il y en a plein d'autres. Donc merci à tous, et on a quelques sociétés aussi à Lyon. Trop cool, merci Stéphanie. Je pense à Umano, Aster et Loopsider, voilà, s'ils sont là. Je te donne la parole du coup, Yann. Merci. Ça marche? On entend bien Yann? Ok. Bonjour à toutes et tous. Yann Boulet, je suis responsable des affaires publiques françaises de France Digital. Pourquoi française? Puisque on agit sur à la fois le volet européen et français, et que la première ambition de France Digital, c'est de pouvoir faire émerger des champions européens du numérique, comme l'a rappelé Maya juste avant sur scène. France Digital, pour celles et ceux qui sont arrivés un peu en retard, c'est la plus grande organisation, c'est une association qui a vocation à fédérer tout l'écosystème start-up et investisseurs en France et en Europe. Pourquoi on est sûrement pertinent pour parler de l'actualité de l'écosystème? C'est que l'association a été créée il y a 10 ans et qu'on peut aujourd'hui présenter un point de vue et donc une rétrospective de où on était il y a 10 ans, où on est aujourd'hui, et on va sûrement pouvoir en parler. On va en parler. Et ensuite, les affaires publiques, c'est pas forcément évident pour tout le monde ce que c'est. De manière très simple, c'est juste de défendre vos intérêts auprès des décideurs publics, puisque eux-mêmes ne sont pas tous très affairés de c'est quoi la tech, c'est quoi les startups, etc. Donc c'est important qu'il y ait des interlocuteurs qui puissent vous défendre au quotidien. Alors, en tant que board member de France Digital, allez-y tous, c'est super important de faire partie de France Digital, vous verrez, ça aide énormément. Et on est très très heureux, nous, de pouvoir continuer avec tous les board members à son impulsion.
et accompagner la très belle équipe de France Digital dans les enjeux du quotidien de nos entrepreneurs, l'emploi, l'impact, les affaires publiques et comment on fait rayonner la France et l'Europe. Donc la complémentarité, je crois pouvoir comprendre. Et à toi, Agathe, pour terminer cette présentation. Merci Yacine, bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici. Donc moi je suis Agathe Vautier, je suis la cofondatrice et CEO de The Galleon Project, qui pourrait être une crêperie un peu trendy en Bretagne. Mais non, c'est le collectif des entrepreneurs de la tech en hyper-croissance. On réunit maintenant depuis 8 ans, au début on n'était pas si nombreux, mais maintenant on a 450 entrepreneurs. La différence avec un France Digital, c'est que nous on a uniquement des entrepreneurs dans la tech. On offre un réseau de partage entre pairs pour ces entrepreneurs pour qu'ils puissent parler vraiment de tous leurs sujets ensemble et de partager leurs bonnes pratiques, parce que souvent on se rend compte, pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, que de partager, même parfois autour d'une bière avec un ami entrepreneur qui a fait ce qu'on va faire nous, qui a 6 mois d'avance ou 1 an, on gagne énormément de temps. Et donc nous, on l'a fait à plus grande échelle. On a 2 gros piliers, donc le réseau de partage entre pairs et aussi notre think tank dans lequel on construit une bibliothèque avec un certain nombre d'articles et d'outils que je vous invite à aller voir. On a été connus avec la construction d'une term sheet pour expliquer chacun des termes, notamment au moment où on signe le contrat entre l'investisseur et l'entrepreneur. C'est important de bien comprendre ce qu'est une liquid pref, un ratchet, et on l'a fait avec Frédéric Mazella notamment, même en BD illustré pour vraiment bien comprendre, parce que quand on le vit, c'est important de connaître tout. Et récemment, notre nouveau bébé, c'est un fonds d'investissement en early stage qui s'appelle Gallion.exe, où on investit dans les startups au tout début de l'aventure. Et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler bientôt. Et il y a Kevin Kuipers qui est là, avec sa casquette. On le repère toujours avec sa casquette, si vous avez envie d'aller lui parler. Moi, je vois pas Kevin. Il est là. Salut Kevin. C'était pour mettre les spotlights sur lui. C'est bien, merci. D'ailleurs, tu ne l'as pas mentionné, mais moi, j'envie le Galion pour le séminaire annuel de kitesurf. Oui, annuel. Il n'est pas qu'annuel d'ailleurs, il m'est un peu répété, mais on fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle des Galleon Break, où les entrepreneurs vont faire du kite, du ski. Beaucoup de Lyonnais viennent d'ailleurs à Méribel ou Val d'Isère, parce que c'est pas très loin. Et l'idée, en fait, c'est d'extraire les entrepreneurs dans leur machine quotidienne. On parlera d'accompagnement et il y a un moment donné, comme le fait aussi France Digital sur certains sujets, toi aussi Caroline, c'est de les sortir en fait de leur quotidien pour leur permettre de réfléchir et d'avoir un peu un coup d'avance et de prendre du recul sur leur entreprise. Parce que parfois, quand on est dans le guidon comme ça tout le temps, on peut prendre des mauvaises décisions et pas regarder la fameuse big picture, comme disent les Américains. Très clair. Merci pour cette intro à vous 4. C'est terminé pour l'instant promo et on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, on va pas commencer sur une note négative, mais on va quand même peindre un petit peu le constat de ces 3 dernières années. On a été frappé, il me semble, en mars 2020 par un petit virus. J'ai même pas envie de dire le nom pour pas nous donner des boutons à chacun. Moi, j'aimerais comprendre juste une chose. En plus, il y a une énorme complémentarité. On a des acteurs publics, des acteurs privés. Qu'est-ce que vous avez remarqué en fait depuis 2020, donc depuis 3 ans, en termes d'évolution, d'attente des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs, peut-être de vos partenaires. Donc voilà, comment en fait l'écosystème est en train d'évoluer. Et je ne vais pas vous tirer les verres du nez, donc je vous laisse en parler. Alors, j'ai envie de donner la parole à Caroline, mais est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui est déjà inspiré ? Stéphanie, tu es prête à bondir, j'ai l'impression. Là. Oui, moi, je suis toujours prête à bondir. Je crois qu'on a eu pendant 3 ans une phase d'hyper-accélération de l'écosystème. On s'est dit en mars 2020, ça y est, c'est fini, c'est la cata, tout va tomber. Et puis en fait, ça a été un effet d'accélération très très fort pour les entreprises de la tech, particulièrement soutenu en France par rapport à d'autres pays européens. Je pense qu'il faut qu'on se félicite tous d'avoir pu créer nos entreprises en France, parce qu'on a eu un soutien au moment du Covid de la part de l'État, les PGE. Ça a remis la logique d'endettement auprès des entreprises. Je vois bien, nous, sur One Ragtime, on a un certain nombre de nos sociétés qui, intrinsèquement, bien évidemment, en ont profité, parce que quand on fait des jeux mobiles, parce que quand on fait des solutions pour faciliter le travail au bureau, forcément, ça crée un élan. Ça a donné lieu derrière à des hyper levées de fonds.
Et je crois qu'on s'est rendu compte pendant 2 ans, les valorisations ont flambé. Alors on s'est dit, ça y est, c'est la tech, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et un certain nombre d'entrepreneurs ont pu en profiter. Donc on a eu une décorrélation très très forte avec la somme, les sommes injectées sur les marchés entre les niveaux de liquidité affolants qui se sont déversés vers des investissements dits à risque, les cryptos, la tech. Et puis ça y est, là, c'est boum, retour à la réalité, ou plus exactement, retour à la normalité. Et le mot que vous entendez aujourd'hui quand vous allez chercher des fonds, c'est rentabilité, croissance raisonnable. Alors nous, ça tombe bien, chez One Ragtime, c'est toujours ce qu'on a souhaité accompagner comme type d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on est très très serein quand on voit notre portefeuille. Mais pour certains entrepreneurs, c'est un peu un choc de réalité de se dire « Waouh, mais en fait, j'ai plus de cash, j'ai plus que 6 mois de cash, j'ai pas vraiment travaillé mes clients, comment je fais ?» Et ça, c'est un message pour tous. On est revenu dans la normalité d'être entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, vous êtes parti sur un long terme. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les critères pour les investisseurs de création d'emplois, mais modérés, parce que là aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, de voir des hyper levées de fonds accompagnées de, ça y est, on va recruter 200 personnes. Et puis là, maintenant, on voit les plans de réduction qui tombent. Moi, je me rappelle avoir dit à beaucoup de nos entrepreneurs, dis-moi, tu es sûr que quand tu vas lancer ton recrutement, tu ne vas pas faire venir des gens à qui tu vas dire dans 6 mois, 1 an que tu n'en as plus besoin. Donc fais bien attention et ça remet les choses en perspective aussi sur la responsabilité de l'entrepreneur, du patron, et de sa responsabilité à la fois pour assurer le quotidien de l'entreprise, sa longévité, mais aussi pour avoir ce rôle de, on profite des opportunités, on profite des accélérations, mais on garde la tête froide sur le développement qui est une course de fond de son entreprise. Donc je pense, en tout cas, moi, je me félicite de cette situation. C'est là où on revient sur un élément de normalité. Puis, comme toujours, les meilleurs vont survivre. Et ceux qui sont un peu moins bons, il faut qu'ils deviennent meilleurs. Merci Stéphanie. Et on va rebondir là-dessus juste après. Si je peux rebondir naturellement sur... je suis très alignée avec ton analyse. Mais je pense que le message pour les entrepreneurs de garder la tête froide, il faut se l'appliquer aussi pour les investisseurs. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'investisseurs qui ont fait n'importe quoi dans les entreprises de la tech. Et donc je pense que vraiment les torts sont partagés. Et donc on a vécu une année 2021-2022 où il y a des entrepreneurs qui en ont bénéficié. Mais en fait, il y en a plus qui en pâtissent de ce qui s'est passé finalement. Donc la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une accélération sur la tech et ça, c'est incroyable. Et en fait, ça, c'est des valeurs réelles. Aujourd'hui, la tech transforme notre quotidien. Mais je crois que aussi, en tant qu'investisseur, il faut pas faire une surenchère en permanence. Et c'est un peu ce qu'on a vécu ces 2 dernières années avec des gros acteurs des États-Unis qui venaient, qui mettaient pas un pied en France avant et qui ont fait des gros chèques. Et donc c'est vrai qu'on a pris plein les yeux et comme dit Stéphanie, on avait l'impression que c'était le new normal, alors que là la douche est un peu froide et donc les valorisations sont fortes. Et donc pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'en fait ils ont levé des fonds sur une valorisation qui n'atteindront pas et en fait ils doivent continuer leur histoire où ils doivent couper et se séparer de salariés, ce qui est la chose la plus compliquée en tant qu'entrepreneur, c'est quand même de faire des plans de licenciement ou de devoir se séparer des équipes. Donc, et je pense que c'est aussi pour ça qu'une instance comme France Digital, c'est important d'avoir les investisseurs et les entrepreneurs qui quand même partagent un peu le constat de 2021 et 2022. Quoi. J'ai juste une petite question avant de donner la parole à justement Yann et Caroline pour qu'ils nous donnent un petit peu leur prisme. C'est vraiment sur vous deux, Stéphanie et Agathe, vu que vous faites des investissements. Est-ce que vous pouvez me comparer factuellement, je ne sais pas si on ne parlera pas du nom de la boîte, mais une term sheet en 2020 et aujourd'hui en 2023 pour une boîte qui a plus ou moins les mêmes métriques? C'est quoi la différence en termes de valo, mais aussi en termes de, je vais aller plus loin, en termes de tickets investis, en termes de burn, donc c'est-à-dire que souvent, avant le Covid, on allait chercher de l'hypercroissance, on demandait de recruter énormément et donc de cramer l'argent concrètement. Est-ce qu'il y a eu un changement de paradigme à ce niveau-là? Alors, moi, je te rassure, chez One Ragtime, il n'y a pas eu de changement de paradigme parce qu'on a toujours gardé la tête froide. Donc en fait, quand je regarde les projets qu'on a financés en 2021, des sociétés comme Choose, Staycation, on est rentré, Golem, on est rentré sur des niveaux de valorisation qui étaient des niveaux de valorisation normaux, avec des tickets investis raisonnables. Et ça, on l'a appliqué en 2022 et on l'applique en 2023. Donc aujourd'hui, en fait, certains fonds
peuvent revenir maintenant et avoir des mécanismes un petit peu, je dirais, pas très, très sympathique pour les entrepreneurs. Hein. Souvent, ce n'est pas au niveau des valorisations que ça se joue, ça va plutôt être au niveau des liquidations préférentielles, des ratchets. Donc, on voit des choses un peu exotiques sur le secteur. Je crois que l'effet des investisseurs américains est pour tomber. On va avoir besoin d'eux. Hein. Attention, c'est qu'on a besoin d'avoir des acteurs américains. On a besoin de structurer des tours de growth pour continuer de croissance, pour continuer à doper nos entrepreneurs. Mais je pense que là aussi, et en tout cas nous, c'est quelque chose qu'on s'est appliqué chez One Ragtime et que je conseille aux entrepreneurs. Le démarrage, c'est sain de faire du bootstrap. C'est-à-dire du bootstrap aidé par un peu de financement, mais du bootstrap qui permet d'adapter le produit à son marché, à son usage. Et puis quand on est sûr que les fondations sont solides, à ce moment-là, on accélère. Et si vous avez gardé votre equity de manière frugale au démarrage, vous allez pouvoir en lâcher derrière. Et n'oubliez pas d'ailleurs, et je le dis à chaque fois, que le meilleur des financeurs, c'est votre client. Parce qu'en plus, votre client, il va vous permettre de comprendre comment on fait pour faire un produit qui trouve une résonance. Donc, en tout cas, pour nous, One Ragtime, on n'applique pas de différence. Donc, on investit autant. On a fait 3 nouveaux investissements depuis le début de l'année. On en a fait 8 ou 9 en 2022. On garde la même logique. On n'a pas changé nos term sheets. Et on garde le même caractère raisonnable de dire que bien lever, c'est lever ce dont on a besoin pour tenir pendant 36 mois. Je répète, 36 mois. 36 mois, c'est la période de sécurité qui vous permet d'être serein sur votre développement. Et à un moment, il faut savoir adapter sa base de coûts. Généralement, la base de coûts, on sait très bien la prévoir. Ce qu'on sait un peu moins bien prévoir, c'est le temps qu'il faut pour attirer les clients et commencer à générer du chiffre de manière conséquente. Mais la liberté, c'est de ne pas avoir besoin de financement et d'aller chercher du financement pour accélérer. Ce qui veut pas dire pour innover, tu as besoin aussi, tu vois. Bien sûr, mais innover, accélérer, ça fait partie du même continuum. Ce que je veux dire, c'est le financement, vous ne devez pas être drogué au financement, vous devez vous doper au financement. Ouais. Je crois que c'est le moment que le public prenne la parole. Je vais être galant, mais tu veux y aller, Yann, ou Caroline, à toi? Non, mais je peux faire un petit parallèle, vraiment focus tech for good, parce qu'effectivement, c'est un petit peu différent pour les startups de la tech for good, parce que l'hypercroissance de startups de la tech for good, on l'a encore jamais vu, ou extrêmement peu. Et donc, finalement, depuis le Covid, il y a eu quand même une espèce de prise de conscience, un espèce d'alignement des planètes sur une montée en puissance de l'impact, et donc une montée en puissance des financeurs à impact, autant qu'une volonté des consommateurs, des salariés de se tourner et sur l'impact, donc potentiellement sur des solutions à impact qui pourraient être portées par des acteurs de la tech for good. Et donc, on a eu tout d'un coup beaucoup de financeurs, beaucoup de création de fonds sur ces enjeux-là. Et en même temps, finalement, un modèle pour les startups de la tech for good qui était basé sur la rentabilité, en fait. Des bootstraps, c'est finalement l'essence des entreprises, des startups à impact. Parce que pendant très très longtemps, de toute façon, elles n'ont pas eu le choix, parce que le niveau des valos qu'elles proposent est extrêmement... Et trop faible finalement pour qu'elles fassent réellement qu'elles soient dans des stratégies de l'hypercroissance, sauf exception. Et donc finalement, il y a quelque chose on arrive aujourd'hui à presque un moment de valorisation de leur modèle, parce qu'en même temps, on a eu des financeurs de plus en plus intéressés par l'impact, et aussi des régulations qui se mettent sur les acteurs de la finance, qui font qu'une partie doivent être tournée vers l'impact, doivent prendre en compte des enjeux climatiques, des enjeux sociaux comme jamais, des réglementations européennes notamment. Et on a un modèle de développement beaucoup plus raisonné, on va dire, pas obligatoirement choisi, mais parfois choisi aussi, qui est basé beaucoup plus sur la rentabilité et sur une croissance maîtrisée. Donc finalement, peut-être que c'est le moment où le modèle des startups à impact peut ou est en train de se généraliser. Alors après, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que
faire de l'impact, c'est un plus. Donc en fait, est-ce qu'on demande les mêmes niveaux de rentabilité, de TRI, de valo à des startups et en plus de faire de l'impact? Ou est-ce qu'on arrive à changer un peu de paradigme, comme ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, on demande même plus, on regarde même plus une valo financière, mais on réfléchit à une valo d'impact. Bon, là, le chemin, nous, on est on avance un peu, on essaye de pousser sur ce chemin, mais ça reste, voilà, ça reste un chemin. Excuse-moi, alors, mais moi, je pense, je partage pas du tout ton point de vue. Je pense que l'impact, de toute façon, fait partie de toutes les sociétés. C'est qu'en 2023, en 2024, en 2025, on ne va pas regarder des sociétés qui ne sont pas elles-mêmes à suivre des critères d'impact. Et on va s'intéresser encore plus à des sociétés qui sont impact par design. Mais là encore, nous, on a un tiers de notre portefeuille avec des sociétés dites à impact. On n'est pas marketé fonds à impact, on se l'applique parce qu'on considère que de toute façon, ça fait partie du jeu. Ouais. Ça fait partie de ceux qui nous motivent le matin. Et on va regarder des sociétés qui peuvent bien évidemment avoir de l'impact, mais aussi avoir de l'hypercroissance. C'est dans cet esprit qu'on a investi dans Captain Cause, la société de Frédéric Mazella, qui veut pouvoir financer avec les budgets marketing des corporates des associations par des noms. Et ça, c'est une société, on espère que dans 5 ans, ça sera notre future licorne à impact européenne. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas... Et moi, quand je vois un entrepreneur qui vient me dire en disant « je fais de l'impact, donc je m'en fiche de la rentabilité, je m'en fiche de la croissance et je m'en fiche de l'hypercroissance », je regarde, bah oui, mais plus tu vas réussir, plus tu auras d'impact. Donc nous, en tant que financeurs, on veut financer des sociétés qui font les deux. Et c'est possible, et je pense que c'est le paradigme dans lequel on va être maintenant, c'est qu'on va plus se poser la question de est-ce qu'il y a de l'impact ou pas. Par essence, il faut qu'il y en ait. Je veux dire, ça fait partie de notre quotidien. Moi, je voudrais juste savoir une chose, et juste après, je te donne la parole, Yann, pour qu'on passe... Il faut que je réponde quand même. Pardon ? Je vais juste lui répondre. Mais évidemment, juste, c'est quoi l'impact ? Depuis tout à l'heure, vous en parlez, et je sais en fait que l'impact a une définition assez large, et parfois très, comment dire, subjective. Et d'ailleurs, si tu veux y répondre aussi, Caroline, tout en répondant à Stéphanie. Et après, on passe quand même à Yann, parce que bon, faut qu'il parle, quoi. Non, mais j'entends tout à fait ce que tu dis. La question, c'est qu'est-ce qu'on regarde en premier pour faire les choix stratégiques dans une entreprise. Aujourd'hui, quand on veut maximiser l'impact, et nous, ce qui nous paraît intéressant, c'est vous regarder qu'est-ce qu'on regarde. On est pour l'hypercroissance dans l'impact. Enfin voilà, il n'y a aucun problème. Et on pense qu'il y a des boîtes à impact qui peuvent être dans des stratégies de croissance, voire d'hypercroissance. D'autres non. Elles ont le droit de vivre par ailleurs. Mais effectivement, il faut que des entreprises qui ont des solutions vertueuses soient en capacité de grandir et grandir vite. La question, c'est qu'est-ce qu'on regarde en premier et qu'est-ce qui nous permet de faire les choix. Et on voit aujourd'hui que vouloir les deux, oui, mais à un moment, il y a quand même des choix à faire, et donc on doit privilégier l'un ou l'autre à court, moyen ou long terme. Et donc c'est ça qui est en train de se jouer, et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir comment ça se structure, où ça va se structurer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que non, on peut aussi vouloir se dire, à court terme, il faut qu'on grandisse pour être dans l'hypercroissance et maximiser notre impact, mais si on réfléchit à long terme, il peut y avoir des décisions qui sont contre-productives. Donc la question, c'est comment on peut mettre l'impact en premier pour choisir la croissance, l'hypercroissance, le développement en fait de l'impact, qui peut supposer des renoncements et potentiellement des renoncements économiques à des moments. Ça ne veut pas dire ad vitam, et on sait qu'une boîte qui maximisera son impact, c'est qu'elle aura une efficacité, une efficience économique extrêmement forte. Mais c'est la question de comment on arrive à mettre l'impact en premier, au cœur, et après, effectivement, comment de toute façon, et c'est là où je te rejoins, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment on arrive à, pour toutes les entreprises, tous les investissements, avoir une grille de lecture sur l'impact qui soit généralisée, pour qu'on fasse ce screen-là, comme on screen les budgets de tout le monde. Et là, du coup, je recoupe avec ta question sur l'impact. Nous, effectivement, on s'est intéressé sur qu'est-ce qu'est l'impact depuis très longtemps, à partir du modèle des entreprises à impact.
Et donc, on a positionné un référentiel clair sur ce que c'est que l'impact, qui s'appelle l'Impact Score. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir, il est en ligne, gratuit, et disponible pour toutes les entreprises. Il a été réfléchi avec tous les réseaux d'entreprises en France qui s'intéressent sincèrement à cette question et qui ont travaillé sur l'évolution du modèle des entreprises. Et il positionne l'impact sur 3 piliers. Un, la recherche de l'impact positif, donc comment une entreprise a au cœur la résolution d'enjeux écologiques, sociétaux, notamment liés aux objectifs de développement durable. La deuxième chose, c'est la limitation de son impact négatif, donc son impact climatique, son impact sur la biodiversité, son impact sur les enjeux d'inclusion, de diversité, comment on est dans une entreprise juste, et donc voilà, qu'on a une représentation juste de la société, etc. La troisième chose, c'est le partage du pouvoir et de la valeur. C'est comment on peut, pour maintenir l'impact au cœur de son modèle, diversifier les personnes qui prennent les décisions, notamment dans sa gouvernance, c'est-à-dire avoir des parties prenantes diverses qui puissent participer aux décisions, et notamment pour avoir différents points de vue et avoir un point de vue sur l'impact sociétal de l'entreprise qui soit exprimé dans les choix stratégiques qui sont pris par l'entreprise. Et puis, parce qu'on parle du partage de la valeur, c'est justement comment on investit, on réinvestit, comment on partage les bénéfices réalisés par l'entreprise pour garder au cœur son objet et donc son impact positif. Exemple, aujourd'hui, si l'ensemble des bénéfices qu'une boîte génère est directement reversé en 100%, voire parfois pour des entreprises cotées plus que 100% en dividendes à ses actionnaires, ça pose question pour une entreprise qui dit qu'elle souhaite tout réorienter sur sa transformation écologique. Parce que non, tout réorienter sur la transformation écologique quand tu es une entreprise, ça suppose d'investir, d'innover. Donc voilà, donc, on a fait un screen global, mais en même temps, il n'y a pas 850 indicateurs comme il peut y avoir pour le CSRD et tout. Il y a quelques indicateurs clés qui sont positionnés avec des objectifs. Parce que l'enjeu aussi, et bon après c'est l'échange qu'on a avec les pouvoirs publics, mais aussi d'ailleurs des financeurs aujourd'hui, et les pouvoirs publics étant financeurs par ailleurs, bon voilà, c'est quels objectifs on donne aux entreprises pour pouvoir les aider à driver leur stratégie. Et pour pouvoir aussi créer des incitations à la transformation, à l'intégration de l'impact positif, parce qu'aujourd'hui, c'est des opportunités business, mais c'est aussi des investissements qui peuvent être lourds, et du coup du temps et de l'argent pour les entreprises qui s'y engagent. C'est le moment du vote du public. Qui est d'accord avec Stéphane? Non, je rigole. Moi, je préfère fromage et dessert. Donc, faites de l'impact et de la performance. Non, je rigole. C'est le moment de donner la parole à Yann. Tu peux même te lever, faire un one-man show. Tu as le droit à 32 minutes. Non, plus sérieusement, je vais diriger ma question. Sachant qu'on a déjà échangé, je sais que tu as intégré France Digital il y a quelques mois. J'aimerais comprendre déjà qu'est-ce que tu as vu. Depuis tout à l'heure, on parle d'impact. Est-ce que toi, tu le ressens, notamment auprès des différents acteurs avec qui tu échanges? Et je vais carrément embrayer. On va mettre un pied dedans et je donnerai la parole juste après à Agathe. Donc je vous invite à laisser la parole à Agathe après. Et j'aimerais comprendre surtout comment on peut les accompagner, ces entrepreneurs. Donc on parle de financement, mais on sait tous que l'argent c'est de l'argent. Si on choisit X ou Y investissement, ou fonds d'investissement ou BA, c'est parce qu'on a une valeur en plus, ils ont une valeur en plus à apporter. Donc voilà, je te laisse nous parler un petit peu d'impact et de ce que toi tu vois à ton échelle. Non, mais chez France Digital, l'impact, c'est vraiment un objectif qu'on pose auprès des pouvoirs publics. Et puis une touche positive, c'est que ces derniers, on ressent qu'il y a une vraie prise de conscience de ces enjeux-là. Je pense que Caroline en parlera mieux que moi, mais pour prendre vraiment 2 exemples, on a parlé tout à l'heure du mapping des startups à impact réalisé par France Digital et BPI France il y a quelques années. Qui démontre plein de boîtes qui agissent dans plusieurs objectifs du développement durable de l'ONU, dans l'éducation, dans l'inclusion, dans la e-santé, etc. Plein d'acteurs florissants, les pouvoirs publics l'ont compris.
Aujourd'hui, vous avez des réglementations qui vont créer des nouveaux marchés. Vous allez prendre la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, la fameuse loi AGEC, qui, parfois de manière indirecte, a permis à des nouveaux acteurs de pouvoir émerger sur certains marchés. Tout à l'heure, en introduction, on a parlé de Phoenix. Typiquement, sur le label anti-gaspi gouvernemental, c'est une boîte qui va pouvoir capitaliser là-dessus. On va aussi avoir des incitations fiscales. Ça, c'est vraiment intéressant. Où aujourd'hui, la France étire sa compétitivité, notamment sur l'impact, grâce à l'incitation fiscale, où vous avez vous avez toute une discussion au niveau de l'État, mais aussi au niveau européen, sur comment on favorise l'ancrage industriel vert dans nos territoires, parce que c'est vraiment un vecteur de création d'emplois vertueux important, où on va dire, vous êtes une entreprise et vous avez une capacité de production durable en France, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'une subvention publique. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux critères et des nouveaux facteurs à prendre en compte quand vous innovez sur ce segment. Et ensuite, à l'inverse, vous avez des dispositifs déjà existants. Vous avez peut-être toutes et tous entendu parler du crédit d'impôt recherche, qui est la première niche fiscale de France, qui permet à énormément d'entreprises de pouvoir investir dans des dépenses de R&D. Il y a tout un débat sur, ok, mais il n'y a pas que des startups qui bénéficient de ce crédit d'impôt, il y a aussi des grands groupes qui n'ont pas les pratiques les plus vertueuses. Quid du verdissement d'un crédit d'impôt de ce type-là? Donc c'est pas une affirmation, mais plutôt une interrogation, puisque quand on parle de verdissement d'outils fiscaux sur lesquels des entreprises reposent depuis plusieurs années, il faut être en capacité d'avoir une lecture saine de ce dispositif et que du jour au lendemain, l'administration ne puisse pas dire bah, ok, vous cochez plus les cases, donc rideau, il n'y a plus rien à voir. Donc voilà, c'est un peu ça la cartographie aujourd'hui, en tout cas de l'interprétation des pouvoirs publics de l'impact. Ce n'est pas les seuls, mais il y en a beaucoup. Ensuite, nous, comment on les accompagne? Donc, en affaires publiques, c'est de la veille réglementaire. La France est un pays qui réglemente beaucoup, et c'est une bonne chose, puisque parfois ça crée des marchés et ça permet à des acteurs de mieux exister et de gagner des parts de marché. Je te tends une perche, mais il me semble que tu as travaillé récemment sur la télésurveillance médicale. Est-ce que tu veux nous en parler et plus rapidement, très pragmatiquement, combien de temps ça prend? Et on va embrayer justement sur est-ce qu'on doit compter que sur le public? Est-ce qu'on doit compter que sur le privé? Spoiler, non. Je pense qu'ils sont complémentaires, et donc du coup tu pourras répondre à ça aussi, Agathe, juste après. La télésurveillance médicale, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment vous êtes par exemple diabétique, vous êtes parent d'un enfant diabétique, et grâce à une application, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du monitoring en santé. Donc vous allez pouvoir suivre ce monitoring-là à distance, sans forcément passer par un spécialiste et vous déplacer pour aller le voir. Donc c'est du temps patient et du temps médecin qui est gagné. Donc l'idée, c'est pas de dire ça va remplacer la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui et régler tous les maux de la désertification médicale, mais en tout cas, ça montre que la tech et les startups ont une partie de la réponse à des grands enjeux de société comme ça, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui, notamment pendant la crise, on en a parlé tout à l'heure, personne ne connaissait des Doctolib, etc. Donc la télésurveillance, en tout cas, c'est un bon exemple. De manière très concrète, en 2019, il y a un programme qui a été lancé pour dire vous êtes des startups dans la télésurveillance, développez-vous, on vous crée un régime dérogatoire. Donc ça, c'est le ministère de la Santé qui l'a mis en place. Vous allez pouvoir innover, vous structurer, et si ça marche, on pourra pérenniser un système de financement viable pour vous. Et ça a été concrétisé dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2022. Et là, aujourd'hui, on a terminé les négociations pour que, dès le 1er juillet de cette année, les entreprises de la télésurveillance puissent bénéficier de remboursements par la sécurité sociale. Pourquoi c'est une grande avancée? Puisque derrière, vous avez plein d'entreprises. Vous avez Implicity dans le cardiaque, vous avez Semeya dans le rénal, qui peuvent aujourd'hui complètement proposer leurs produits et leurs services et qui peuvent aider énormément de personnes. Et il n'y a pas que la télésurveillance comme exemple, il y en a plein. Vous avez des plateformes comme May, avec qui j'ai échangé récemment, qui vous êtes parents ou futurs parents et vous pouvez accéder par une application de messagerie avec des professionnels dans le secteur. Donc voilà, c'est tout un pan de l'économie. Les startups e-santé chez France Digital, c'est 10% de nos membres. Donc ça montre l'essor de cet écosystème-là et ça exige de les accompagner au quotidien sur le plan réglementaire, puisque aller chercher tous les dossiers sur le site du ministère de la Santé, c'est parfois un parcours du combattant. Et nous, on s'y attelle avec beaucoup d'enthousiasme.
Très clair. Agathe, est-ce que tu veux rebondir dessus et allez, je ne vais pas être très gentil, mais c'est le but. Est-ce que tu ne trouves pas justement que la start-up qui avance très vite risque de ne pas devoir compter sur le public, justement lorsqu'il y a des législations qui prennent 3-4 ans avant de passer? Et est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas un rôle à jouer là-dessus? Tu as 2 minutes. C'est une vaste question. Non, mais en gros, en France, il y a quand même un équilibre, un super équilibre entre de l'investissement public, de l'investissement privé et de l'aide qui est apportée aux startups sur tous les sujets réglementaires. Et en général, quand il y a quelque chose de positif comme ça, il y a toujours du négatif qui va avec, ou parfois il y a aussi pas mal d'ingérence qui est faite dans les startups. Mais bon, quand le Fonds souverain français investit dans les startups, il est normal aussi. C'est quand même l'argent du contribuable, donc qu'il y ait un certain nombre de vérifications qui soient faites avec les entrepreneurs. Donc, je pense que le modèle français et européen de manière plus large, voilà, il y a le public et le privé qui est très imbriqué. On connaît les success stories, mais on connaît aussi des boîtes pour qui ça a été super compliqué. Je pense notamment à Deezer, qu'on connaît tous. Donc voilà, et c'est vrai que nos voisins et nos amis américains, chinois, ont moins ces sujets-là. Et je pense qu'il faut quand même se souvenir qu'aujourd'hui, c'est bien de se féliciter, de comprendre un peu le côté positif du modèle, mais il faut rappeler qu'en Europe, on a 150 licornes. Aux États-Unis, il y en a 700. Donc, il y a encore beaucoup de chemin aussi à parcourir, et que je ne sais pas quelle était ta question sur l'investissement, mais en effet, il faut que le nerf de la guerre quand même des entrepreneurs, c'est d'avoir l'investissement au bon moment. Et aujourd'hui, en France, sur le late, on est quand même encore très en retard. Donc voilà, il y a du chemin à parcourir. Et on va dans le bon sens. Vous voulez rebondir dessus et juste je mets la graine comme ça. J'aimerais bien parler de l'histoire de l'œuf et la poule. Donc savoir est-ce que c'est l'œuf qui est apparu en premier ou la poule. Et en gros, concrètement, est-ce que c'est le financement au service de la transition écologique ou de l'impact? Ou est-ce que c'est l'impact au service du financement? Je pense que c'est plutôt le financement au service de l'impact. Et en fait, c'est marrant, mais moi, comme investisseur et comme entrepreneur, je ne vois pas la dichotomie qu'on peut avoir entre impact et performance. C'est-à-dire, je ne me pose même pas la question. On a financé avec One Ragtime, Make.org, qui est une magnifique plateforme de démocratie collective, en 2017. En 2017, je me rappelle nos investisseurs, parce qu'on a un modèle où on a des investisseurs qui investissent dans des fonds, et des investisseurs qui choisissent à travers les clubs deals. Ils disaient, waouh, c'est un peu précurseur. Ben non, quand on a financé Captain Cause, on a des investisseurs qui nous ont dit, mais c'est pas un business ça. Ben si, c'est un business. Bien sûr que ça va être un business. Parce que si on veut derrière avoir 1 milliard de dons qui, dans 5 ans, iront irriguer des associations, bien, il faut pour que les entreprises acceptent de dédier leur budget marketing pour aller financer des causes choisies par leurs clients ou par leurs employés, ben, il faut qu'il y ait un ROI. Donc c'est un business. Donc en fait, je crois qu'on a passé un cap aujourd'hui, c'est que l'impact, c'est pas de la philanthropie. L'impact, c'est au quotidien pouvoir se dire que quand on finance un projet, bah oui, il va répondre à un des objectifs de durabilité de l'ONU. Bah oui, on va se poser les questions de comment est-ce qu'on a de la diversité dans l'entreprise, de la gouvernance. Alors, on a bien sûr besoin d'avoir, parce que pour certains, c'est peut-être naturel, on a bien sûr besoin d'avoir des actions comme celles menées par France Digital, par France Impact, Caroline, pour aller motiver ça. Mais je crois, et comme le soulignait Agathe, qu'on est dans un des écosystèmes européens, français, où la notion d'impact, elle est le plus au cœur de notre ADN. Et par contre, ce qui doit rester au cœur de notre ADN aussi, c'est pas de se dire qu'on fait de l'impact des contraintes, mais que c'est une opportunité pour réinventer des projets. Donc moi, quand je vois pouvoir public, je me dis toujours, oulala, attention, est-ce qu'on va pas trop se prendre de normes là, de choses compliquées à respecter pour pouvoir entrer dans les critères de l'impact? Je crois qu'il faut faire attention à avoir des objectifs positifs, pas des contraintes. Hein, c'est mener, c'est entraîner, mais c'est pas derrière freiner parce qu'on va mettre tellement de contraintes pour savoir si c'est un projet à impact ou pas qu'on va se poser les questions. Et puis, il faut continuer à insuffler ce vent d'optimisme et d'ambition
pour dire, bah oui, on va faire back market, on va être capable d'avoir des champions dans le cloud souverain impact. Hein. Nous, on a financé une société très ambitieuse qui s'appelle Hive avec One Ragtime qui veut faire un cloud souverain vert, avec du partage de capacité de stockage par nous, individus avec nos voisins, entre entreprises. Donc là aussi, c'est un projet hyper ambitieux, mais qui est au cœur de sa promesse, la logique d'impact et de faire en sorte que ça soit vertueux dès le départ par construction. Et je pense que ça, c'est tout à fait conciliable. En tout cas, moi, quand je vois un projet, quand je vois un entrepreneur, j'ai envie de me dire « Waouh, c'est génial, ça va faire du bien et en plus, ça va marcher. Et comme ça va marcher, ça va encore faire plus de bien. » Je trouve ça hyper intéressant et je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Caroline, mais plus précisément, si on ne parle pas de contraintes, est-ce qu'on parle de incentive? Et dans ce cas-là, motiver les gens à y aller. Et justement, c'est un petit peu, tu sais, tout ce qui est toutes ces nouvelles normes qui ont été mises en place, notamment dans les grands groupes où on a bien vu qu'ils ne les respectaient pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au bout d'un moment, c'est que de la com? Et là, on parle du coup de contraintes pour pouvoir bien se rentrer dans les cases. Donc voilà, à toi. Alors, non, mais c'est tout à fait ça, en fait. La question du rapport entre acteurs privés et acteurs publics, elle est hyper intéressante, et notamment évidemment sur la question de la transition écologique et sociale, hein, parce que là, il y a un petit sujet, au cas où certains ne l'avaient pas vu, qui suppose des transformations hyper importantes et une manière de penser différemment l'entreprise, parce qu'elle a des effets positifs et négatifs. Et donc, sans les entreprises, jamais nous n'arriverons à répondre aux défis écologiques et sociaux de notre pays, de notre planète. Enfin, c'est avec les entreprises qu'on pourra réussir. Le pouvoir public, Macron peut décider ce qu'il veut. Si les entreprises ne s'y mettent pas, il n'aura aucune chance d'avancer dans le bon sens et de réussir à faire la baisse de l'empreinte carbone qu'il a choisi de positionner pour 2030. Donc, c'est en ça que la question, elle se repose. Et elle est du coup hyper intéressante. Jusqu'à présent, et je trouve que l'exemple que tu prenais était très intéressant, celui du crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, c'est 9 milliards d'euros par an. Ce n'est pas une pécodille, c'est quand même énorme dans le budget de la France. Et aujourd'hui, il n'y a aucun critère sur à quoi ça va servir cette innovation. Donc aujourd'hui, sur ces 9 milliards, on peut payer des budgets d'innovation sur l'évolution du bruit des bouchons en plastique des shampoings de L'Oréal. Ok, mais la question c'est quand même est-ce qu'on fait évoluer potentiellement le rapport entre les acteurs publics et les acteurs privés en essayant de le réorienter sur ces enjeux d'innovation écologique et sociale, par exemple, ou alors, à minima, de demander aux entreprises qui en bénéficient où elles en sont de leur engagement et peut-être potentiellement leur demander d'en prendre de nouveaux. Donc la question, effectivement, c'est comment on fait pour que ça ne soit pas une contrainte, mais aussi une opportunité. Une opportunité aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, ne pas aider les entreprises à voir ces questions et à s'y engager, c'est aussi les mettre potentiellement dans une difficulté dans quand même pas très longtemps. Et puis par ailleurs, il y a la question de l'incitation que tu rappelais. Et nous, on est un mouvement patronal, donc c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comment on peut aider et inciter les entreprises à s'investir sur ces questions d'impact, se transformer, en sachant qu'aujourd'hui, celles qui le font et celles qui le font de manière forte peuvent être même en distorsion de concurrence négative, puisque ça leur prend du temps, de l'argent, et à court terme, à minima. Alors peut-être pas à long terme, mais à court terme, elles peuvent se retrouver dans des situations où leurs concurrents ne le font pas, personne ne les oblige, elles n'ont aucune incitation. Bon, ça peut les mettre dans une certaine difficulté. Et donc, nous, c'est ça qu'on a envie de travailler et qu'on travaille vraiment au quotidien, pied à pied avec les pouvoirs publics. C'est comment on peut développer un système de relations entre les acteurs publics et les acteurs privés, et notamment, évidemment, les startups, pour inciter à ce que les énergies soient concentrées sur des business qui vont faire
faire du bien, avoir un impact positif. Ça ne veut pas dire qu'on supprime les NFT, ça ne veut pas dire que Dogami ne peut pas exister, ça veut dire que le soutien public peut être orienté plutôt vers ceux qui s'engagent sur les questions de résolution des enjeux socio-écologiques, et que toutes les entreprises, et du coup même les NFT et Dogami, on leur demande où elles en sont de leurs engagements avant et on leur pose quelques objectifs avant d'investir chez elles. Et donc, c'est sûr que potentiellement, c'est un changement de paradigme, en fait. Aujourd'hui, la fiscalité des entreprises, elle n'est pas assise sur les engagements, les coûts évités des entreprises pour la société. Elle est assise sur les bénéfices et sur ton plan comptable. Voilà, donc, comment, aujourd'hui, on va pouvoir réorienter ça plus globalement? C'est ça qu'on travaille. Et c'est ça qui commence à émerger, en fait. C'est très récent. Tu parlais tout à l'heure, le Covid. En fait, pendant le Covid, on s'est dit, OK, maintenant, de toute façon, tout le monde va vouloir s'orienter vers les solutions impact positives et tout, ça va se faire naturellement. Et donc, moi, j'ai des dizaines de discours de ministres qui me disaient, ça va se faire naturellement, restez tranquille, tout va bien se passer, ne vous embêtez pas avec vos contraintes. OK. À date, on se rend compte que ça ne se fait pas du tout naturellement. Après, en plus, il y a une question d'inflation qui fait, par exemple, voilà, on a vu l'exemple du bio qui a montré que voilà, si on laisse les choses se faire naturellement, ça peut se retourner aussi rapidement. Et donc, et que ça ne va pas du tout assez vite, de toute façon, par rapport aux enjeux qui sont en face de nous. Donc, il y a un enjeu de mobilisation générale et de faire, suivant ton spoiler, les uns avec les autres. Mais que les règles de compétitivité, à date, elles n'incitent pas à une transformation hyper rapide. Donc il faut de toute façon se reposer dessus si on veut un changement systémique de toute la manière de s'organiser de toutes les entreprises et si on veut faire passer les enjeux d'impact en premier. En fait, c'est marrant parce qu'on discute depuis tout à l'heure sur un terme, je reviens sur ta première question, Yacine, l'impact. Et moi, ce qui me fait peur dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on est en train de se focaliser sur des sujets très génériques, très conceptuels, sans rentrer dans le vif du sujet. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec France Digital, d'être toujours très très concret en disant c'est quoi l'impact, comment on le mesure, l'impact sur la création d'emplois, l'impact sur l'environnement, l'impact. Et je pense que ce il y a plein de niveaux, en fait. Parce que là, ton discours me donne l'impression qu'en fait, personne ne fait de l'impact, alors que je pense qu'ici, dans la salle, alors, on va faire un petit test. Combien d'entre vous ont fait une entreprise dite impact? Voilà. Combien d'entre vous qui sont entrepreneurs ont comme focus de régler de respecter les critères ESG? Ça, on a des normes. Est-ce que vous l'avez en tête, ça? Est-ce que ça vous paraît... voilà. Donc, je pense que là, c'est un petit échantillon. Je crois que quand on va vers les moins de 30 ans, moi, je ne vois pas un collaborateur qui ne vient pas travailler chez One Ragtime sans avoir envie de changer le monde. Donc, du coup, d'avoir cette envie d'influer toutes les actions du quotidien vers des sujets qui peuvent avoir de l'impact. Là, j'ai un peu l'impression, enfin, en tout cas, moi, ça me fait pas envie. Ça me donne, quand je t'entends parler, excuse-moi, mais j'ai l'impression que, waouh, on va se prendre des contraintes en plus. Ça va être compliqué, alors qu'en fait, il faut entraîner positivement par des exemples, par des rôles modèles, et peut-être que c'est la dimension entrepreneuriale. Et Agathe te dira certainement avec le Galion, c'est que dans les 450 membres du Galion, enfin, je crois que le sujet impact, c'est pareil, c'est au cœur du tout coup. Le monde. Il y a le fameux B Corp où tous les entrepreneurs passent leur certification. Maintenant, il y a une queue incroyable. Je crois que c'est 1 an et demi. Mais je comprends ce que tu veux dire, Caroline, parce que moi, je sens qu'il y a une vraie envie. Alors, soit tu as une entreprise impact by design, et c'est vrai que les moins de 30 ans se lancent systématiquement, ou les serial entrepreneurs au Galion, c'est-à-dire ces entrepreneurs qui ont monté une entreprise et qui en relancent une systématiquement sur les sujets beaucoup d'impact carbone notamment. Mais on est quand même dans un moment où Chine vient à Paris, fait une boutique en plein cœur du Marais. Et donc c'est vrai qu'il y a le sujet de l'inflation et de l'accès à la consommation, où tu as Amazon qui cartonne et qui est une des plus grosses entreprises au monde. Et donc du coup, on a un peu ce syndrome de la fourmi à se dire il faut que les choses changent. Et voilà. Et donc je pense que
tout le monde a raison et personne n'a tort. Désolée, je fais ma normande, mais on a besoin aussi de Caroline qui va être très focus sur le côté impact, de France Digital qui va jouer le jeu avec, on joue collectif, c'est ça votre tagline, avec investisseurs, entrepreneurs, et au Galion, nous on est concentrés sur voilà, l'action et essayer de donner, comme tu dis, des choses très précises, et c'est là-dessus je te rejoins, sur comment tu as un impact carbone, comment tu as un impact sur ta société, sur tes salariés, etc. Donc voilà, il faut faire juste attention avec tous les discours, de ne pas nous freiner. Et encore une fois, sur la guerre un peu mondiale de la tech, enfin pas la guerre, mais on est quand même dans le sujet. On voit l'Europe qui est très très présent sur tous les sujets d'RGPD, d'impact, alors que c'est quand même Microsoft qui fait le chat GPT, qui a énormément d'avance sur l'IA générative, idem en Chine. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention de ne pas perdre la course à l'innovation et à créer des géants de la tech aujourd'hui. Voilà, il faut faire un bon mix des deux, mais zéro tu vas rebondir, Yann. Et vous me faites une parfaite intro pour les 10 dernières minutes, mais je te laisse terminer, Yann, là-dessus. Merci, Yacine. Ah non, mais très rapidement là-dessus, ta question c'était est-ce que le financement au service de l'impact ou l'impact qui guide les financements. Ouais. Alors je vais me risquer à un affreux en même temps, puisque je pense fondamentalement on ne peut pas faire sans les deux, puisque enfin, il y a vraiment un chiffre intéressant. Alors c'est toujours horrible de parler en milliards d'euros, mais je vais m'y risquer, c'est que l'année dernière, vous avez les investissements mondiaux dans la transition écologique augmenté de plus de 30%. C'est énorme. On a dépassé la barrière des 1000 milliards d'euros. Donc après, évidemment, il y a une clé de répartition en fonction de la taille des continents, etc. Mais l'Europe, elle est vraiment motrice en la matière. Et la France, pour vous donner une idée, le plan France 2030, c'est 54 milliards d'euros, dont la moitié dans la transition, et dont cette même moitié au service de la décarbonation de l'économie. Donc je suis d'accord avec toi, Caroline, quand tu dis que derrière, ok, il y a de l'argent, mais comment on le flèche. Alors vous avez un organe qui s'appelle le SGPI qui s'attelle à faire ça difficilement, puisque décarboner l'économie, c'est un beau défi, mais c'est intelligent de se dire c'est pas l'État qui peut tout, mais c'est uniquement avec les entreprises qu'on y arrivera. Et inversement, aujourd'hui vous avez des entreprises qui font de ce que j'appelle un peu de l'impact par la preuve. On a parlé de la télésurveillance. Les startups de la télésurveillance, elles n'ont pas attendu que l'État leur dise vous pouvez commencer à agir. Vous avez des startups comme par exemple, alors c'est assez original comme sujet, mais dans le transportage de colis par les particuliers. Vous avez des boîtes comme Cocoli, Shopopop, Pick Me aussi, One Ragtime, qui en fait vont commencer à innover en la matière, et pour éviter que sur un marché qui n'est pas normé, il puisse y avoir des règles de concurrence inéquitables, etc. C'est la loi derrière qui est venue dire ok, on a des acteurs qui existent, qui créent une activité et qui a un impact au service du particulier, donc des citoyens. On va mettre une loi derrière qui va venir encadrer cette activité. Donc ça a un peu l'un et l'autre. Maintenant, après, il y a tous les incentives qu'on appelle, et je pense que là, on commence un peu à ouvrir le débat, et c'est sûr que c'est pas prêt de s'arrêter, puisque chaque année, on vote le budget de l'État, et chaque année, on se repose la question de mais quid des critères environnementaux, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? Et jusqu'à aujourd'hui, la règle, ça a été plutôt de dire on n'en met pas, mais là, sur l'industrie verte, il y a une fenêtre d'ouverture intéressante qu'on pourra exploiter. Super clair. Moi, si je résume quand même une chose, c'est que vous êtes tous en train de mener le même combat, mais vous le menez peut-être de manière différente. Je trouve ça intéressant que justement, Caroline, tu parles plus de contraintes, là où justement, Stéphanie, tu trouves que dans la contrainte, on voit peut-être un peu moins de positif alors que tu as envie d'insuffler cet élan. Mais in fine, moi, je vois justement qu'il y a de la complémentarité là-dessus. J'ai une question très simple. Je vous l'ai dit au tout départ, j'anime un média qui s'appelle Dans la tête d'un CEO, et je me sens responsable de devoir, à travers mes interviews, inspirer notre nouvelle génération. Et là, c'est le moment où je vous parle sérieusement, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vois sur les réseaux, j'ai peur de beaucoup de gourous de la tech, et je vais vous donner cette phrase incroyable qui est « ChatGPT et les AI débarquent, saisissez cette opportunité pour faire des millions ». Et je trouve qu'on est totalement décorrélé entre l'entrepreneuriat dont on est en train de parler tout au long de la journée aujourd'hui et celui qu'on va voir sur des réseaux sociaux à travers des mecs qui ont des millions de followers qui n'ont jamais fait un quart de ce que vous avez fait vous ou vos partenaires. La question est simple.
on parle à l'heure actuelle, est-ce qu'on ne devrait pas se focus sur le futur et comment on peut faire pour inspirer le plus de jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat, mais surtout avec de l'entrepreneuriat, j'ai envie de parler à impact, mais déjà avec de l'éthique et de la déontologie, quoi. Et c'est à qui la responsabilité? Et là, c'est à vous d'y aller. Et je serai intransigeant sur les réponses. Non, mais sérieusement, qui est-ce qui a déjà des éléments de réponse à m'apporter? Je pense que dans tous les milieux où tu as de l'argent, tu vois, dans la finance, tu avais des traders qui faisaient n'importe quoi et d'autres qui... Donc dans l'entrepreneuriat, tu vas aussi trouver les mêmes égards avec des gens qui en profitent et qui vont raconter n'importe quoi. Et donc je pense que toi, ce que tu fais avec ton podcast, ça a touché des cibles jeunes. Aujourd'hui, il y a quand même aussi des podcasts qui sont bien éthiques et qui respectent des chaînes YouTube. Je crois que France Digital fait un gros travail justement tu vois, quand ils font leur mapping de start-up, vous pourriez faire un mapping des gens à suivre, des gens à écouter. Enfin, c'est vrai qu'il faut pousser à aller vers les bons médias. Mais je pense qu'aujourd'hui en France, il y a quand même énormément de rôle modèles comme Frédéric Mazella qui passe énormément de temps, qui est président de France Digital, dans les médias, à la télé, à démocratiser l'entrepreneuriat, qui est un entrepreneur à impact positif depuis 20 ans. Mais donc... juste sur Fred Mazella, que d'ailleurs on le salue, je ne sais pas si vous avez vu, il nous a fait une petite vidéo vu qu'il n'est pas là aujourd'hui. On en parlait en plus hier avec Yann, c'est super qu'il soit là, mais il est que sur du BFM. Il est, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est dans notre écosystème. Et une fois qu'on a un pied dedans, on connaît le jargon, on comprend tout ça. J'ai l'impression que même les gens ici ont déjà pris pour acquis la notion d'impact, les startups, la création de valeur. Comment tu insuffles ça auprès d'autres personnes? Et qu'il emmène des tech ça, entrepreneurs. Ouais. Enfin, tu vois, ça fait partie aussi, c'est extraordinaire. On a quand même un président pro-tech, pro-innovation, pro-impact aussi, soutient énormément. Donc c'est quand même des signaux forts, donc tu les vois quand même ailleurs que chez BFM. Je crois qu'il a fait Qui veut gagner mon associé aussi, Frédéric. Donc voilà, tout ça, ça démocratise l'entrepreneuriat. Il faut faire attention aux personnes qu'on en avant, mais ça sort quand même de nos cases. Enfin, moi, peut-être que je suis un peu biaisée, mais moi, je me réjouis dès que je vois en une des échos d'Octolib. C'est vrai que c'est encore les échos. Il faudrait faire quoi, tu penses Moi du YouTube. Moi, je fais un appel du pied, mais typiquement du quotidien, du clic, des médias qui s'adressent à des jeunes. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas d'entrepreneuriat. Et si je vais aller plus loin, sur qui veut être mon associé, les 3/4 sont des boîtes B2C. Les 3/4 mettent un petit peu d'impact, mais concrètement, il y a des super boîtes, mais il y en a d'autres, on sait tous qu'elles vont mourir. En fait, ça ne représente pas notre écosystème. Oui. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est comment on peut faire pour que des médias qui touchent déjà cette cible s'en accaparent. Est-ce que c'est le rôle du public, donc du CSA, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on peut dépasser un peu le temps ou pas du tout? Ouais, j'ai eu l'approbation de Sana. C'est le succès qui va faire que les gens vont s'y intéresser. Et on voit que Frédéric, il a un énorme succès. Et donc, quand même, le grand public le connaît. Bien sûr. Dans les entrepreneurs préférés des Français, il y a un classement, je crois qu'il y a Marc Simoncini, donc, qui est un entrepreneur de la tech. Ok, c'est du B2C. Mais en fait, c'est les succès des entrepreneurs Doctolib. Il faut les laisser bosser, quoi. Ils arrivent là, ils sont là. Après, une fois, ils feront toutes les télés et tout. Mais d'abord, il faut qu'il y ait des gros succès qui viennent de la tech. Qu'on s'entende, moi, toutes ces personnes-là, je les admire. Je trouve juste que... Qu'on les voit pas assez. Voilà, on leur donne... Exactement. Et que même quand on parle de Blablacar, je sais pas si mes parents savent que c'est une start-up à la base, en fait. C'est ça, en fait. Tant mieux, c'est bien, parce qu'il faut que ça oui, mais ça va dépeindre cette image. Mais peut-être vous voulez rebondir. Après, on peut en parler que toi et moi, Agathe. Frédéric Mazella dans la salle. Tout le monde. Ouais, plus que ceux qui sont dans l'impact. Ouais. Là-dessus, un peu une touche d'optimisme par rapport à ça. Il y a de plus en plus d'étudiants qui se voient être entrepreneurs dans les prochaines années, ce qui est, je pense, c'est quelque chose qui était moins flagrant il y a 10 ans. Il y a une donnée aussi intéressante, alors je vous donne plein de données, c'est absolument affreux, mais vous avez, on a parlé de Blablacar tout à l'heure, c'est bien que des entreprises comme celle-ci, elles ne soient pas estampillées start-up, parce que ça montre qu'elles contribuent à l'économie réelle et qu'elle est utilisée par énormément de personnes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Vous avez un Français sur 2 qui utilise un produit ou un service de start-up au moins une fois par mois. Et ça, c'est juste exceptionnel pour l'écosystème. Donc c'est peut-être moins de l'affichage, mais au moins ça montre que
la startup, les startups, pardon, elles s'expriment dans l'usage et pas forcément uniquement dans de la visibilité, dans de la presse, etc. Une autre partie de la réponse, c'est de dire, et là je fais un gros big up à mes collègues qui travaillent à la com et à la presse, où chez France Digital, on fait un gros travail de pédagogie, pour ma part auprès des décideurs, mais aussi auprès du grand public. Une de notre ambition, c'est de passer le mur du son dans cette année, mais aussi dans les prochaines. Et ça passe par de la newsletter qui va expliquer c'est quoi les tendances tech aujourd'hui. Abonnez-vous à notre newsletter. Ça passe aussi par... alors ça va passer par des podcasts. Je ne l'ai pas précisé, j'ai eu un passé en politique où je travaille pour un ministre TikToker qui faisait beaucoup de pédagogie là-dessus. Et donc peut-être que ça fait partie des solutions. Ah bah c'est toi qui vas nous trouver des solutions pour aller sur TikTok. Mais pourtant je suis un boomer, tu vois, j'ai pas TikTok. Donc voilà, c'est un peu une touche optimiste, mais c'est vrai qu'il faut multiplier les canaux et peut-être aussi sortir de l'idée que la start-up est un milieu d'entre-soi, mais s'adresse vraiment au grand public. Vous voulez terminer là-dessus, les filles? Je ne sais pas si vous avez un truc à dire. Non, mais moi, c'est ce métier d'investisseur, entrepreneur, je le fais parce que j'ai la chance de côtoyer des personnalités qui m'inspirent, des entrepreneurs qui m'inspirent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, nous, quand Frédéric nous a présenté Captain Cause, on s'est dit « Waouh, c'est génial, on veut y aller parce que ça va faire bouger ». Et je rejoins ce que tu dis, Agathe, c'est que les jeunes entrepreneurs et les repeat entrepreneurs ont envie de faire des choses par impact. Donc les nouvelles sociétés sont souvent à cet égard dédiées sur des sujets qui vont transformer. Okay. Captain Co, c'est une parfaite illustration, et en même temps, ça va être une société qui, on espère, aura un formidable succès en termes de business, parce que là encore, le succès, c'est ce qui va permettre derrière de redonner encore plus, de changer encore plus, d'avoir encore plus d'impact. Et c'est souvent, comme je disais à un moment, moi ce qui me manque quand je vois des fondateurs qui veulent faire des projets à impact, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est être les premiers. Et je crois que, en tout cas, nous, quand on finance des sociétés, on veut que ces sociétés, elles deviennent le numéro 1 mondial. Et c'est cette ambition qu'aujourd'hui on a sur la tech en France, en Europe, qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ans, et qui, moi, me rend extrêmement confiant sur les 10 prochaines années de la tech, de l'entrepreneuriat en France. Et en tout cas, on a la chance de faire le plus beau métier du monde. Ouais, j'avoue que je suis d'accord. On en prend notre responsabilité. Il faut qu'on... C'est notre boulot aussi, de valoriser vraiment les entreprises comme une solution pour le monde de demain, quoi. En fait, on voit, il y a toute une génération qui a envie de changer le monde, c'est ce que tu disais. Et notre boulot, c'est de dire, l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est une manière pour vous de changer le monde. Et vous pouvez avoir beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que c'est pas un peu changer le monde, c'est carrément changer le monde, quoi. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager. Et l'entreprise, c'est pas du tout naturel. Enfin, je veux dire, en France, il n'y a pas obligatoirement une hyper bonne compréhension des enjeux économiques. Voilà, pour les gens qui peuvent en être un petit peu éloignés ou pas avoir ça dans leur famille. Donc, développer des rôles modèles, montrer que c'est pas si compliqué et que c'est une solution pour le monde de demain. Je pense que c'est super important. Alors, je suis un peu moins négative que toi sur qui veut être mon associé, parce que nous, du coup, ça nous fait pas mal de visibilité en creux, parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs qui y sont, et en fait, c'est pas parfait, mais c'est quand même une visibilité, une pédagogie sur le milieu entrepreneurial qu'on avait rarement eu. Mais effectivement, il faut qu'on arrive à quand des entrepreneurs, pas seulement présents sur BFM Business, mais beaucoup plus présents comme commentateurs aussi et participants au débat d'actualité et posant les solutions concrètes qu'ils apportent. C'est ce qu'on essaye de pousser, et je pense que c'est aussi nos rôles en tant que réseau, vraiment de les aider aussi à se sentir porte-parole. Les entrepreneurs, ils sont dans le concret, ils sont dans leur boîte, ils viennent pas parloter là comme on le fait, et c'est notre rôle de leur montrer que c'est aussi des leaders qui doivent être entendus, qui ont vraiment quelque chose à apporter concrètement, mais aussi au débat plus largement, pour faire des nouvelles générations d'entrepreneurs qui auront ça à cœur dans
dans leur réussite, Ouais, de réussir par l'entreprise. Insuffler cette tendance, j'avoue, je vois le verre à moitié vide, je suis désolé, mais en effet, c'est quand même bien qu'on parle d'entrepreneuriat. On va terminer là-dessus, j'ai quand même une dernière petite question qui va être très rapide, donc en 3 secondes, vous êtes capable de répondre. C'est aussi pour vous, notre audience, pour vous inspirer. Ils côtoient des super entrepreneurs au quotidien. Ma question est simple, si vous pouviez retenir un seul trait de caractère qui fait que ces rêveurs qui veulent changer le monde y arrivent, et je vais y aller un peu plus loin, et qui concilient impact, mais peut-être aussi un peu capitalisme avec un petit ROI pour ces investisseurs. Donc ce serait quoi pour toi, Caroline ? Pour moi, c'est vraiment le courage et la persévérance. C'est-à-dire être courageux, prendre des risques. C'est ça un entrepreneur. C'est celui qui est OK pour casser les codes, qui va passer, on le sait très bien, des moments difficiles, qui va s'en prendre encore plus s'il a envie d'avoir plusieurs objectifs, comme tu le dis, c'est-à-dire du coup d'être des objectifs économiques, des objectifs d'impact, et donc des relations avec la réglementation, ses investisseurs. Voilà, il va se prendre pas mal de murs. Donc ce courage et donc cette persévérance associée pour pouvoir faire la preuve que c'est possible. Très clair. À toi, Stéphanie. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà ce qu'on recherche dans nos entrepreneurs. Donc si vous êtes... Des rêveurs rationnels ? Non, des ambitieux qui ont envie d'aller sur la Lune, mais en même temps qui vont être capables, ou sur Mars, mais qui en même temps vont être capables de le faire avec attention, exécution. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique, j'espère, des entrepreneurs de One Ragtime. Donc, et on va continuer à chercher ce type de profil. À toi, chère Yann. Pareil que ce qu'a dit Stéphanie, pour moi, c'est de l'humilité. Depuis 5 mois chez France Digital, j'ai pu échanger avec certains entrepreneurs et c'est vraiment un trait de caractère, je trouve, qui était partagé par tous. Je pense que l'entrepreneuriat est un exercice d'humilité en tant que tel, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas. Juste une anecdote, j'ai échangé très récemment avec un entrepreneur qui a créé une application pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer. C'est 500 000 personnes en France. Vous imaginez 500 000 personnes qui ne peuvent pas appeler un médecin traitant. Et lui, très sereinement, me disait « Oui, j'ai développé ce truc-là, ça marche bien, c'est super, on est 20 salariés », de manière très humble. Et je trouve que c'est ultra précieux d'avoir des personnes qui pensent comme ça dans notre écosystème. Et je pense que ça aidera à répondre à ta question de comment on démocratise la tech. C'est aussi par des personnalités inspirantes et humbles sur leur capacité à changer le monde. Merci Yann. Et enfin, bien, à toi, Agathe. J'aime bien l'humilité aussi, mais comme tu l'as dit, je vais dire celle qui me vient en tête, c'est la résilience. Parce que en fait, les entrepreneurs passent toutes les tempêtes, même dans les moments difficiles, ils le voient comme une opportunité. Et quand on monte une entreprise dans la tech qui croît très vite, il faut s'accrocher. Donc du coup, ça serait la résilience pour moi. Très clair. Merci à tout le public qui nous a écoutés. Je voudrais également remercier encore une fois donc Agathe du Galion, Yann de France Digital, Stéphanie de One Ragtime et enfin Caroline de Mouvement Impact. Mouvement France Impact. Mouvement Impact France. Mouvement Impact France. Allez hop, on va dire que c'était la petite boutade de la fin et j'aimerais quand même remercier une dernière fois donc vous public, mais surtout Hachette qui a organisé cet événement. Vous aurez compris, on a lancé des questions, on n'a pas forcément tous les mêmes réponses. Bon, moi j'ai pas apporté de réponse, mais surtout eux. Mais l'idée c'est justement de nourrir cette réflexion, le débat, en espérant que ça vous fasse tous avancer dans vos projets. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à toi. Merci. Merci.